Bonjour à tous, merci d'être nombreux branchés sur cette chaîne. Nous sommes très ravis de vous avoir très nombreux à suivre cette interview exclusive avec Monsieur Eric Niendou, le patron, le directeur de communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi a été réélu à 73,34%, largement. Il a bâti l'opposition. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Monsieur Eric, comme je le disais. Monsieur Eric, le président Félix Tshisekedi vient d'être réélu président de la République démocratique du Congo. Quel est votre sentiment en ce moment? Bonjour Eric et bonjour justement à tous vos téléspectateurs et aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas pour votre invitation à cet entretien. Alors, le sentiment qui anime, si je peux dire, l'équipe du candidat Tshisekedi, le candidat élu, donc le désormais président élu, réélu de la RDC, justement avec ses résultats provisoires qui sont de 73,34%, comme vous l'avez dit, c'est d'abord de sentiments de joie parce que c'est une large victoire. On voit que donc les Congolais ont vraiment fait un plébiscite pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont adhéré à sa vision et ils ont entendu son message qui était celui de redresser le Congo, de défendre la souveraineté nationale et puis aussi d'amener le pays vers le développement, notamment en créant des emplois, en créant des infrastructures, en construisant la connectivité entre toutes les parties du pays et bien sûr en haussant le pouvoir d'achat des Congolais. Alors, je disais un sentiment de joie d'abord, sentiment de satisfaction parce que c'est la preuve que tout le travail accompli durant le premier mandat a été reconnu. Il avait un mandat positif, un bilan positif et les Congolais l'ont compris ainsi et il leur a proposé un projet. C'est le seul des candidats qui a proposé un projet raisonnable et ambitieux pour le pays. Et enfin, et c'est important de le dire, c'est un sentiment de responsabilité. Parce que vous savez, quand le peuple vous donne une telle popularité, je veux dire, un tel suffrage, 73,34%, vous êtes rempli de responsabilité parce que vous savez que vous devez, comme on dit, délivrer. Vous devez concrétiser vos engagements et c'est ce que le président a dit le soir même, le 31 décembre, quand il a pris la parole après l'annonce des résultats. Il a dit que désormais, son second mandat sera placé sous le signe de la concrétisation de ses engagements, concrétisation des engagements notamment en matière de création d'emplois, de hausse du pouvoir d'achat, de défense de la patrie face aux ennemis du pays et aussi de création des infrastructures pour améliorer le bien-être des Congolais. Monsieur Rick Nyungu, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, vous avez remarqué, comme tout Congolais, pendant la campagne, il y avait une extrême violence verbale entre le parti prenant de cette campagne. Nous avons vu l'opposition tenir des propos durs. Nous avons aussi vu le chef tenir aussi des propos qui étaient dire aussi, qui montrent que oui, c'est moi qui ai la commande, c'est moi qui vais amener la RDC vers sa libéralisation totale sur le plan sécuritaire, sur tout ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, les Congolais sont divisés. Nous avons une majorité des Congolais qui soutient l'opposition et il y a aussi une partie qui soutient le président de la République. Comment le chef va aider les Congolais à signer parce que ses premiers mots c'était je suis élu président pour tout Congolais. Comment vous vous préparez pour réunifier ces Congos divisés? Alors bien sûr, Eric, vous avez raison. Je veux dire, une campagne, c'est une compétition. Une compétition, mais une compétition, comment je veux dire, dure. Parce que les gens doivent convaincre. Nous sommes 100 millions d'habitants. Il y avait près de 43 millions, pardon, 43 millions d'électeurs inscrits. Alors, il fallait convaincre ces électeurs. Convaincre ces électeurs d'abord que les élections, c'était quelque chose d'important parce qu'ils vont décider pour le destin du pays, pour l'avenir de eux-mêmes, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc il fallait les convaincre et c'est pour ça que certains ont utilisé des mots durs. Et puis il fallait mettre en avant les véritables enjeux
de ce scrutin. Et c'est pour ça, lors de sa prise de parole, le 31 décembre, après l'annonce des résultats, le président a dit « Ezala kinde eloko yamabele ». Ça veut dire, c'est du lingala, mais en français, ça veut dire « Il s'agissait donc de défendre la terre de nos ancêtres ». C'est-à-dire qu'un des enjeux principaux de cette élection, c'était de choisir le candidat qui était le plus à même d'être le garant de la souveraineté nationale. Donc voilà pourquoi la vérité devait être dite. Voilà pourquoi le président a été le plus sincère, parce qu'il a dit ce qu'il pensait et il pensait ce qu'il a dit. Et surtout, cela reposait sur une expérience de 5 ans à la tête du pays, ce que les Congolais ont reconnu. Ils ont dit « Monsieur Félix Tshisekedi a exercé le pouvoir durant 5 ans, il en a tiré les conséquences pour savoir comment on gère un pays, comment il faut être à l'écoute de la population et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire avancer ce pays. Des choses ont été faites, comme je disais, il y a un bilan positif, mais nous avons tiré les leçons justement de l'exercice du pouvoir. Et c'est pour ça que cette fois-ci, dans notre projet de société, dans la vision, le programme qui a été présenté aux Congolais, les choses sont, comme je dis, raisonnables, rationnelles. Quand on dit qu'on va créer, par exemple, 6,4 millions d'emplois, on dit bien où on va les créer, comment on va les créer et selon quel timing, quel chronogramme. Donc vous comprenez bien que le président désormais qui va concrétiser, qui va être dans l'action permanente, il est le président de tous les Congolais et de ce point de vue-là, la cohésion sociale sera aussi au cœur de son action. La cohésion sociale, c'est de faire que tous les Congolais travaillent en commun, main dans la main, pour faire avancer ce pays. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est à la fois le président de ceux qui ont voté pour lui, mais aussi le président de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Tous, nous sommes des Congolais, nous devons préserver ce patrimoine qui est notre pays, ce patrimoine qui fait que ce pays, c'est un patrimoine fragile. Notre démocratie est une jeune démocratie que nous devons faire avancer. Donc, de ce point de vue, la cohésion sociale sera un des leitmotivs du président. Il l'a dit d'ailleurs, ne jamais trahir le Congo. Ça sera son mot d'ordre durant les 5 prochaines années. Et c'est pour ça que je suis certain qu'il va permettre aux Congolais de travailler ensemble. On peut avoir la diversité des opinions politiques, la diversité religieuse, la diversité d'appartenance ethnique, mais nous travaillons tous pour le même pays qui est la RDC et je suis certain que nous allons réussir. L'opposition rejette avec toute énergie la réélection du président Félix Tshisekedi. L'opposition dit que ces élections n'ont pas été bien organisées et que M. Kadima doit être arrêté et que le résultat doit être rejeté. Est-ce que cela est une menace pour le parti au pouvoir? Comment vous trouvez ces propos? Bon, d'abord, je commence par dire que ce n'est pas toute l'opposition, c'est une partie de l'opposition. C'est quelques 9 candidats qui n'ont pas réussi à être unis durant le scrutin. Ils avaient critiqué le scrutin avant et pourtant ils ont participé à ce scrutin qui a été bien organisé et aujourd'hui, ils essayent de faire un semblant d'unité pour dénoncer le scrutin. Alors, je veux dire, cela est très léger, cela n'est pas très sérieux. Non pas que la contestation ou la critique des résultats ne soit pas quelque chose de légal, ils peuvent le faire, mais justement, ils doivent le faire dans le cadre de la légalité. Il y a le droit au Congo, c'est une démocratie. Ils ont le droit, en effet, de critiquer, d'apporter des arguments légaux pour leur contestation des résultats. C'est prévu, ils doivent déposer ça auprès de la Cour constitutionnelle. Ils ont 2 jours ouvrables pour le faire, le 2 janvier et le 3 janvier. Ensuite, ces dossiers, s'ils sont déposés dans les temps et dans les formes, seront étudiés par la Cour constitutionnelle qui elle-même va analyser tout ça et trancher pour annoncer les résultats définitifs d'ici le 8 ou le 10 janvier au plus tard. Donc vous comprenez bien que les résultats qui sont annoncés là, qui ont été annoncés le 31, c'était les résultats provisoires. Donc il y a la loi permet, en passant des résultats provisoires aux résultats définitifs, de permettre un délai où les contestations peuvent être faites selon une procédure bien déterminée. Alors s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent.
Mais quand j'entends certains parmi eux qui appellent la population à l'insurrection, qui rejettent en bloc la véracité de ces résultats et qui remettent même en cause non seulement le travail de la CENI, mais aussi même, a priori, le travail de la Cour constitutionnelle, je dis que ce n'est pas sérieux. Si on veut, je veux dire, consolider la démocratie congolaise, il faut que l'on respecte nos institutions. Il faut que l'on fasse confiance à nos institutions. Tout d'abord, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, elle a fait un travail formidable. Depuis 2006, c'est le 4e cycle électoral en RDC et c'est la première fois que cela s'est fait de façon aussi organisée. Vous avez vu, Eric, la façon dont on a publié les résultats sur des grands tableaux en toute transparence. C'était des élections à la fois inclusives, transparentes et aussi apaisées. C'est pour la première fois qu'il n'y a, par exemple, pas eu de mort le jour de l'annonce des résultats. Vous avez vu les images de Kinshasa. Ceux qui étaient contents de la victoire du président Tshisekedi ont exprimé leur joie sans problème. Et ceux qui n'étaient pas contents sont restés chez eux. Les Congolais ont vaqué à leurs occupations de façon normale. Et c'était le 31 décembre, donc certains sont partis réveillonner de façon normale et apaisée. Il n'y avait pas un déploiement de la police, des militaires, des chars d'assaut dans le pays. Non seulement à Kinshasa, mais dans toute la République. Donc c'est la première fois aussi que ces résultats ont été annoncés en plein jour. Et pas comme les fois dernières, c'était très tard la nuit pour que les gens ne puissent pas réagir. Donc il y a un signe qui ne trompe pas, comme je disais. C'est que la population est descendue dans la rue pour exprimer sa joie et pas pour exprimer de la colère. Si la population avait le sentiment que ces résultats ne reflétaient pas son choix, ne vous en faites pas, les Congolais aujourd'hui ont une maturité politique et ils auraient exprimé la colère. Donc, je demande à nos frères et sœurs de l'opposition que si ils ont des griefs contre les résultats annoncés, les résultats provisoires annoncés par la CENI, qu'ils aillent à la Cour constitutionnelle, qu'ils suivent la procédure légale et on verra ce que dit la Cour constitutionnelle. Mais de toute façon, nous sommes confiants et sereins car nous avons été sur le terrain. Le candidat Félix Tshisekedi a été à la rencontre de son peuple. C'est le seul qui a fait les 26 provinces du pays et il a fait en tout près de 53 meetings. Il a compris le peuple, il a parlé avec le peuple, il a été au diapason des préoccupations des Congolais, notamment en ce qui concerne, comme je disais, la création d'emplois, la sécurité, la hausse du pouvoir d'achat, et c'est pour ça que les Congolais lui ont renouvelé leur confiance. Donc, nous sommes sereins, et tout ce que dit l'opposition, ça ne se fera pas, qu'ils suivent la voie de la légalité. D'accord. Alors là, nous attendons la déclaration de la Cour constitutionnelle qui va trancher par rapport à la réélection du président Félix Tshisekedi. Alors, si la Cour constitutionnelle valide ces résultats et que le président aurait les 5 années à venir, quels seront vos chantiers? Quels seront vos premiers chantiers par rapport à son deuxième mandat? Le président l'a dit, il l'a dit quand il a pris la parole justement le soir de l'annonce des élections le 31 décembre 2023. Il a d'abord commencé par remercier Dieu le Créateur, parce que c'est de lui que tout provient. Et le président Tshisekedi est un homme pieux et un croyant. Ensuite, il a remercié le peuple congolais en disant que c'était une victoire de la démocratie congolaise. C'est la preuve que la démocratie se consolide en RDC et que le peuple congolais s'approprie justement les valeurs de la démocratie. Désormais, c'est irréversible. Le pouvoir sera à intervalles réguliers remis au peuple souverain qui, par le vote, choisira ses dirigeants. Plus jamais de coup de force au Congo, on refuse ça. Et donc, comme vous dites, désormais, il est le président réélu. On attend, bien sûr, la confirmation de ça par la Cour constitutionnelle. Alors, quels seront ces chantiers? Ces chantiers, ce sera la concrétisation, la mise en action, la mise en œuvre de tous ces engagements. Lors de la campagne, comme je vous ai dit, c'était le seul des candidats qui a présenté un programme ou en tout cas un projet qui était concret. Je vais résumer très vite ces 6 engagements. Le premier engagement, c'était d'abord la création d'emplois. Je vous l'ai dit, créer 6,4 millions d'emplois en 5 ans. Et d'abord créer ces emplois dans ce qu'on appelle les activités du quotidien. Transformer tout ce qui est aujourd'hui des activités informelles, comme par exemple, on peut parler des restaurants de rue,
des petits garages de quartier. On va formaliser ça pour pouvoir pérenniser ces emplois et que les gens puissent avoir la garantie d'un revenu régulier et un revenu décent dans leur poche. On va aussi créer des emplois dans le domaine des infrastructures. Ça veut dire aller plus loin et plus fort dans le programme des 145 territoires, du développement au départ des 145 territoires. Créer des infrastructures pour permettre la connectivité entre les territoires de ce vaste pays. On va aussi créer des emplois dans l'agriculture en créant des agropoles de transformation de nos produits agricoles. Premier chantier, donc je disais l'emploi. Deuxième chantier, la hausse du pouvoir d'achat des Congolais. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un emploi, il faut encore que cet emploi soit décent et qu'il permette aux gens de vivre de cet emploi. Voilà pourquoi on va augmenter le salaire des fonctionnaires. On avait déjà commencé à le faire lors du premier mandat, ça va aller plus loin et de façon régulière. On va harmoniser le salaire de toute la fonction publique. On va évacuer des fichiers de la fonction publique les emplois fictifs. On va aussi mettre en place un nouveau système de régulation des prix des matières de base, par exemple comme le carburant et aussi comme les produits alimentaires, qui malheureusement pour l'instant sont encore en majorité importés, notamment dans une grande ville comme Kinshasa. Donc le temps que l'on produise sur place en quantité suffisante pour pouvoir nourrir le pays, le gouvernement va agir pour pouvoir réguler les prix dans l'importation des matières alimentaires. Et ça va permettre de hausser le pouvoir d'achat et notamment aussi baisser le train de vie de l'État. C'est aussi un chantier très important. Donc, deuxième engagement, celui de la hausse du pouvoir d'achat. Troisième engagement, bien sûr, celui de la sécurité du pays, la défense et la sécurité. En matière de défense, c'est la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Elle a été votée en 2023. Elle va maintenant être mise en œuvre. Une loi qui permet justement d'équiper l'armée, de réformer l'armée, de recruter encore plus de militaires et justement de leur donner un niveau de formation tel qu'ils soient à même de réellement remplir leur fonction qui est celle de défendre la patrie. Déjà dans le premier mandat, le président Tshisekedi a énormément investi dans l'armée. C'est le président qui a le plus investi dans l'armée. Il a redonné sa dignité aux soldats congolais en augmentant leur solde, en leur donnant accès à des soins gratuits et de qualité. Il a rénové l'hôpital du Kanchachi, l'hôpital du Kankokolo aussi. Il a aussi créé des écoles où les enfants des militaires vont étudier de façon gratuite. Voilà ce qu'il a fait dans le premier mandat et ça va encore aller plus loin. Pour ce qui concerne la sécurité du quotidien, c'est-à-dire la lutte contre les bandes de voyous qui attaquent dans les villes, ce qu'on appelle les Kuluna, le projet prévoit de recruter 25 000 policiers par an durant les 5 ans. Voilà ce qui concerne donc la défense et la sécurité. Quatrième engagement qui sera concrétisé, c'est celui de la diversification de notre économie. C'est-à-dire aujourd'hui, on est une économie qui est basée sur la rente des matières premières, la rente du secteur minier. Nous dépendons des mines qui, pour la plupart du temps, ne nous appartiennent même pas en propre, puisque ces mines sont contrôlées par des conglomérats étrangers. Donc nous allons revoir cela. Nous avons déjà commencé à négocier. Vous savez que nous avons négocié avec les Chinois notamment pour remettre en place un cadre de partenariat et de coopération qui soit réellement gagnant-gagnant et qui permette aussi, parce qu'il ne suffit pas d'exploiter les mines, il faut aussi que l'on transforme le produit minier, les matières premières ici chez nous, pour que ce ne soit pas simplement ceux qui vendent des téléphones portables qui gagnent de l'argent et nous qui produisons du coltan qui rentre dans la fabrication de ces téléphones, nous ne gagnerons rien ou nous soyons voués aux aléas des fluctuations des prix de ces matières premières sur les marchés mondiaux. Donc, c'est transformer notre économie, notamment mettre en avant l'agriculture pour que le Congo, qui est aujourd'hui un géant minier, devienne aussi un géant agricole et puisse non seulement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi exporter des matières agricoles. Donc, quatrième chantier, je disais, diversification de l'économie et augmentation de la compétitivité de notre économie. Cinquième chantier, c'est l'accès aux services de base. Ça a déjà commencé, je vous ai dit, le programme des 145 territoires, on a construit près de 5000 écoles dans les territoires, près de 3000 centres de santé et des centres administratifs. On va poursuivre dans ce sens-là. Et dans la seconde phase, on va aussi créer ce qu'on appelle des industries, des petites industries dans les territoires pour transformer les produits localement.
Et puis, on va vraiment mettre le paquet sur la rénovation, la réhabilitation et la construction des routes et des routes de desserte agricole. Près de 5000 kilomètres de routes ont été construites ou réhabilitées durant le premier mandat. On va faire plus dans le second mandat. Et accès aussi à l'éducation, accès aussi aux soins de santé. Il y avait déjà la couverture santé universelle qui a été initiée dans le premier mandat, notamment par le volet de la gratuité des soins pour la maternité, les femmes enceintes et les nouveau-nés. Eh bien, on va étendre ça à l'ensemble du pays et on va aller dans un autre volet pour soigner d'autres maladies et d'autres choses. Sixième engagement maintenant, et c'est le dernier, c'est celui de l'accès aux services publics, notamment dans les territoires. C'est-à-dire que l'État, la déconcentration de l'État et la décentralisation vont être faites de manière efficace. Ça veut dire que si vous habitez Bunia, Arou ou Boendé, il y aura l'État qui sera présent là-bas parce qu'on a construit des bâtiments administratifs et on va envoyer les gens là-bas, notamment la justice, construire des tribunaux de paix, pour que le Congolais ne soit pas obligé nécessairement de venir à Kinshasa ou dans les grandes villes pour pouvoir avoir ses papiers d'identité. Vous savez qu'on a lancé le vaste chantier de la carte d'identité. Ça faisait plus de 30 ans que les Congolais n'avaient pas eu de carte d'identité. Ça a été lancé, ça avait été promis d'être fait. Avant la fin de l'année, ça a été lancé. On va donner aux Congolais une carte d'identité. Ils seront identifiés et ça permettra à l'État d'avoir des statistiques fiables sur la population et l'évolution démographique pour qu'on puisse vraiment profiter de notre population. Parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui à peu près 100 millions et qu'à l'horizon 2050, nous serons 200 millions. Il faut pouvoir gérer ça, il faut pouvoir planifier ça. C'est pour ça que l'identification de la population, c'est important. Donc voilà en gros les chantiers que l'on va mettre en œuvre. Chantiers notamment, comme j'ai dit, très importants, des infrastructures, électricité, eau, partout dans le pays, accès pour un accès facile aux Congolais, aux Congolaises, et puis surtout aussi la connectivité du pays, construire des routes, réhabiliter des routes de desserte agricole et permettre aussi notamment au chemin de fer de relier le pays. D'accord. Alors, certains Congolais que nous avons pu interroger nous disent que, selon eux, ils pensent que aujourd'hui au Congo, pour avoir un travail ou même si on a des diplômes, on a fait de grandes études, on a vécu à l'étranger, on a la carrière est là, mais pour avoir un emploi, il faut être dans le cercle du parti au pouvoir, où il faut être parti de l'IDPS ou soit membre d'un parti politique qui est lié au parti au pouvoir, alors que certaines personnes aussi, d'autres disent que non, ce n'est pas le cas. Pour travailler au Congo, ce n'est pas, il faut simplement être dans le parti ou tout ça. Le président Tshisekedi vient d'être réélu président de la République. Comment un Congolais, un citoyen lambda congolais qui a fait ses études, qui a sa qualification, peut facilement avoir accès à un emploi. Est-ce que vous avez vous comptez mettre un système en place pour aider toutes ces personnes-là à trouver un emploi aisé pour sécuriser leur famille? Écoutez, en fait, ce dont vous parlez, c'est un des problèmes fondamentaux de la RDC. C'est-à-dire que nous sommes 100 millions d'habitants, avec près de 65% de la population qui a moins de 30 ans, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler. Des jeunes qui souvent sont bien formés, mais il n'y a pas assez d'emplois. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques instants que la priorité du président Tshisekedi pour son second mandat, c'est la création d'emplois. Non simplement, comme on dit, transformer les activités informelles en activités formelles, cela va donner vraiment un coup de pouce à la création d'emplois dans la vie quotidienne, même dans l'assainissement de nos grandes villes qui produisent beaucoup de pollution. On va créer des emplois notamment dans tout ce qui est l'assainissement de nos villes. Donc, il y a cette création d'emplois que l'on va pousser pour pouvoir justement donner des emplois à tous ces jeunes qui ont besoin de travailler et qui ont les compétences pour. Il y a aussi la formation. C'est pour ça que le président a notamment... Il faut venir à Kinshasa, monsieur, et voir la rénovation et la construction, donc, par exemple, de l'UPN, l'Université pédagogique nationale, la reconstruction et la réhabilitation
de l'INBTP, l'Institut pour le bâtiment et les travaux publics. La même chose aussi de l'UNIKIN. Vous voyez, et actuellement, au moment où on se parle, il y a près de 5 chantiers d'universités qui sont en construction dans le pays. À Mbandaka, à Kananga, à Mbujimaï, à Kisangani. Je veux dire, donc le président investit dans la formation pour que nos jeunes aient une formation de qualité aux standards internationaux. Venez voir, franchement, la nouvelle UPN et vous verrez. Et regardez sur les réseaux sociaux. Il y a des images qui sont là, qui montrent le jour de l'inauguration, vous voyez des auditoires qui sont parfaits. Et j'espère que la maintenance, justement, sera mise en avant pour qu'on garde la qualité de cet enseignement. Donc, la clé à votre réponse, c'est un, la formation, que les jeunes soient bien formés, et deux, que l'on crée plus d'emplois. Il y a les emplois que l'État va créer, comme j'ai dit, à travers toutes ces mesures qui sont prévues, transformation de l'informel en formel, assainissement de nos grandes villes, création de chaînes de valeur dans l'agriculture, et puis aussi notamment engagement de fonctionnaires. On a engagé par exemple 5000 magistrats. Déjà le premier lot de 2500 magistrats ont été engagés. Ils seront envoyés dans les territoires début 2024. On va encore en engager 2500 autres. Vous voyez, donc il y a ce que l'État fait et puis il y a aussi ce que le secteur privé va faire. C'est pour ça que le président Tshisekedi a beaucoup insisté pour que l'entrepreneuriat soit promu dans notre pays. Et il l'a fait dans son premier mandat, notamment en mettant en place le FOGEC, un fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Il a mis aussi en place la maison des entrepreneurs. Il a aussi lancé des grands projets avec la Banque mondiale, comme le PAD-MPME, Programme d'appui et de développement des micro, petites et moyennes entreprises. Et tout ça a créé des emplois. Donc on va tirer les leçons de toutes ces créations d'emplois venant du secteur privé pour améliorer et rendre ça plus efficace. Parce que comme je vous disais, l'État fait son travail, il crée des emplois, mais tout le monde ne va pas devenir fonctionnaire au Congo. Ce n'est même pas le but, si je veux dire, de la vision du chef de l'État. C'est créer des postes de fonctionnaires pour que l'État remplisse ses fonctions, qu'il soit partout dans le pays, mais les véritables viviers de création d'emplois, c'est le secteur privé. C'est pour ça que c'est le premier président, Félix Tshisekedi, qui a mis près de lui, au sein de la présidence, ce qu'on appelle une cellule de veille sur qu'on appelle ça la promotion, l'amélioration du secteur des affaires, justement, l'amélioration du climat des affaires. Et cette cellule fait régulièrement, elle tient un baromètre pour justement voir, ajuster, faire des propositions concrètes d'amélioration du climat des affaires. Parce qu'il faut qu'on améliore notre climat des affaires en ce qui concerne les garanties juridiques, en ce qui concerne l'accès au foncier, en ce qui concerne le droit, la conformité aux normes de l'OHADA, puisque nous faisons partie de l'OHADA, pour que tout ça permette aux gens qui ont le talent et qui ont l'accompagnement nécessaire de pouvoir se lancer dans les affaires. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des emplois et permettre ce qu'on appelle le dividende démographique. C'est-à-dire que notre croissance démographique ne soit pas un handicap pour nous, mais soit plutôt un avantage. Parce que nous avons des jeunes qui sont en âge de pouvoir travailler et en âge de pouvoir être une force productrice pour que ce pays redevienne vraiment un grand pays et qui remplisse son rôle d'être un géant au cœur de l'Afrique. L'un des éléments que l'opposition reproche le président Félix Tshisekedi ou le parti au pouvoir, c'est l'Est de la RDC, l'insécurité. La population de Goma et de Kivu se plaignent, ils se disent qu'ils sont abandonnés à leur propre sort. Comme vous le savez, depuis 1994, hein, que ces coins a toujours été l'épicentre même de l'insécurité en République démocratique du Congo. Et là même, vous êtes bien au courant que l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a créé un mouvement du rebelle qui dit être déjà sur le sol congolais pour déstabiliser cette zone-là. Quel message vous avez envoyé à la population de l'Est qui veulent voir le second mandat du président Félix Tshisekedi être concret sur le plan sécuritaire? Comment vous vous préparez à éradiquer ces problèmes? Monsieur Biantoine, d'abord, il faut dire que l'insécurité en RDC
elle n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Elle n'a pas commencé en 2019 avec l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir. Elle a Mm. commencé il y a 30 ans. En tout C'est cas, ça. dans les années 97. Oui, 96-97. oui. Absolument, 96-97. Donc, Mhm. c'est un vieux problème qu'on Mm. n'a jamais pu résoudre. Félix Tshisekedi, lors de son premier mandat, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à tous les voisins, les 9 voisins Mm. qui entourent le Congo, pour essayer de mettre en place un partenariat et une architecture régionale de la paix. Parce que tous ces groupes armés qui pullulent aux frontières, non seulement c'est mauvais pour le Congo, mais c'est aussi mauvais pour nos voisins. Et pratiquement, il parvient à bien travailler avec les 9 voisins, car au début, le Rwanda fait semblant d'accepter cette nouvelle vision. Et vous vous rappelez, le président est allé à Kigali, Kagame est venu à Goma. Euh, on a commencé à bien travailler, mais après, fin 2021, on a compris le véritable jeu de Kagame. On a compris la véritable vision du président Kagame, qui était celle de perpétuer la prédation sur les richesses du Congo. Donc, l'insécurité à l'est du Congo, elle a une origine, elle a une cause. Cette cause, c'est la volonté hégémonique, expansionniste du Rwanda, du régime actuel du Rwanda. Parce que le régime de Paul Kagame veut maintenir une instabilité à l'est du Congo pour pouvoir continuer à exploiter les ressources du Congo, que ce soit l'or, le coltan, le manganèse, le lithium et autre chose. Et ça, le président Tshisekedi est le premier qui a dit non. Il a dit non, trop c'est trop, ça suffit. Et c'est pour ça qu'il est entré dans des processus tels que le processus de Nairobi et le processus de Luanda, qui consistait en quoi? Qui consistait pour Nairobi de réunir les groupes armés qui sont à l'est de la RDC, leur dire déposez les armes, venez discuter entre nous, Congolais, pour trouver des solutions si vous avez des problèmes ethniques, politiques ou autres, et on va travailler ensemble. Mais déposer les armes avant tout, il ne faut plus que les Congolais fassent couler le sang d'autres Congolais. La majorité des groupes, des milices ont accepté. Un seul groupe a refusé, c'est le M23. Parce qu'on comprend bien que ces gens-là, soit ils ne sont pas Congolais, soit ils sont en train de mettre en œuvre l'agenda de Kigali. Et des rapports, de nombreux rapports de l'ONU ont montré aujourd'hui que le Rwanda arme, soutient, finance et même vient sur le territoire congolais pour appuyer le M23. Donc le M23, ce sont que des marionnettes du régime de Kigali. Donc de ce point de vue-là, il y a deux choses à faire. Et c'est ce que le président Tshisekedi a fait. La diplomatie, pour que dire à la communauté internationale de faire des sanctions contre le Rwanda, parce que la clé, justement, se trouve à Kigali. Et la deuxième chose, c'est renforcer les capacités de notre armée pour que notre armée soit à même de défendre le territoire, puisque quand il est arrivé au pouvoir, le président Tshisekedi, il a trouvé une armée qui était en mauvais état. C'était une armée qui était le résultat des différents brassages au fil des différents accords de paix qui avaient été signés durant le passé, et donc une armée qui n'était pas bien structurée. C'est pour ça qu'il a lancé une grande réforme de l'armée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a mis beaucoup d'argent dans l'armée pour rehausser le niveau et redonner leur dignité à nos vaillants soldats. Et donc aujourd'hui, cette armée, elle est à même, elle est réhabilitée. La loi de programmation militaire va entrer en œuvre et ça permettra à l'armée congolaise de pouvoir défendre réellement la patrie du Congo. C'est pour ça, vous vous souvenez, lors de son dernier meeting, le chef de l'État, en parlant justement de ces énergumènes que sont l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, avec M. Nanga et les terroristes du M23, il a dit que si ces personnes-là osaient ne fût-ce que déclencher une seule escarmouche sur le territoire congolais, lui, le président Tshisekedi, allait convoquer le Congrès, parce que c'est la loi, pour demander au Congrès, aux deux chambres donc réunies, le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, de lui donner l'autorisation de déclencher une guerre contre le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui fomente toute cette agression contre le Congo. Donc vous voyez, aujourd'hui, le Congo est à même de défendre son territoire. Et nous le faisons aussi avec le soutien non seulement diplomatique, mais aussi le soutien concret, militaire, de nos frères d'Afrique australe. On a essayé avec les contingents de la communauté d'Afrique de l'Est, ça n'a pas
bien fonctionné. Parce que certains contingents étaient là, mais ne remplissaient pas leur réelle feuille de route, qui était de contraindre le M23 à respecter les accords de Luanda, la feuille de route de Luanda. Ils ne l'ont pas fait, on les a remerciés dans le calme. Aujourd'hui, ce sont les frères de la SADC, la communauté d'Afrique australe, qui sont en train de se déployer, notamment le contingent est composé des troupes de la Tanzanie, du Malawi et de l'Afrique du Sud, et qui vont venir prêter main forte au FRDC, c'est-à-dire l'armée congolaise, pour pouvoir appliquer la feuille de route de Luanda, qui consiste en quoi? En résumé, c'est-à-dire le M23 doit déposer les armes, le M23 doit se retirer dans des territoires bien définis, le M23 doit être désarmé et démobilisé, et ensuite on fera le tri entre ceux qui sont congolais resteront là, et on verra comment les réinsérer, et ceux qui ne sont pas congolais rentreront dans leur pays d'origine, que ce soit le Rwanda ou autre chose. Voilà, les choses sont claires et on mettra ça en œuvre. Mais pour pouvoir le faire, monsieur Bientouadi, il faut quelqu'un qui ait le leadership nécessaire, quelqu'un qui ait la crédibilité nécessaire en interne et en externe pour pouvoir le faire. Et seul le président Tshisekedi a cette crédibilité. C'est pour ça, notamment, lors de cette campagne, cette belle campagne électorale, monsieur Katumbi s'est fait prendre à son propre piège. Parce qu'il y avait 26 candidats, mais lui, il a voulu en faire un duel entre Tshisekedi et Katumbi. Seulement, au moment où ce duel s'est présenté face aux électeurs congolais, justement, les Congolais ont pu juger en se disant, entre Tshisekedi et Katumbi, lequel est celui qui nous garantit le mieux la défense de la souveraineté nationale. Et là-dessus, il n'y a pas photo. Les gens se sont dit, de ces deux personnes, celui qui est le plus à même de défendre la souveraineté nationale, c'est Tshisekedi. Non seulement il l'a déjà fait dans son premier mandat, mais en plus, il va le faire dans le second mandat et il dit comment il va le faire. Il ne parle pas en l'air en disant je vais résoudre la guerre en 6 mois. Il dit comment il va le faire. Et voilà pourquoi vous voyez l'écart aussi qui a été très grand. Parce qu'à un certain moment, les gens se disent, entre deux personnes, je choisis celui qui est le plus crédible, celui qui me rassure le mieux pour garantir ma sécurité et celle de mes enfants. Et voilà pourquoi Tshisekedi a été choisi par les Congolais pour remplir notamment ce rôle de garant et de commandant suprême des forces armées. D'accord. Alors, je reviens toujours à la situation de la sécurité à l'est de la RDC. Aujourd'hui, on constate que c'est là ne pas simplement le problème congolais, aussi c'est aussi un problème de d'autres pays comme le Burundi. Déjà, le président du Burundi a fait des déclarations aussi hein, contre le président Paul Kagame. Est-ce que cela ne sera pas une opportunité aussi un appui au gouvernement congolais de se rallier à des pays qui sont favorables à la paix et à la stabilité de ces pays perturbés par le président Paul Kagame? Bien sûr, aujourd'hui, il apparaît, comme je vous dis, grâce à l'action diplomatique agissante du président Tshisekedi, le fait qu'il ait rencontré ses pairs, je veux dire, de la sous-région, de l'Afrique et du monde, en fait, il a fait deux choses. Je vais résumer ça comme ça. Il a à la fois démystifié Kagame et il a à la fois démythifié le Rwanda. Je m'explique. Il a démystifié Kagame, c'est-à-dire le mystère Kagame, que les gens croyaient que c'était un leader panafricaniste. Aujourd'hui, ce mystère a été dévoilé. Kagame n'est pas un panafricaniste, ce n'est pas un leader africain. Au contraire, c'est un prédateur, c'est un chef qui veut la déstabilisation de ses voisins et pouvoir profiter de cette déstabilisation. Donc le mystère Kagame est tombé aujourd'hui. Deuxième chose, il a démythifié, il a fait tomber le mythe du Rwanda. Le mythe d'un pays qui était un pays émergent, c'est fini. Aujourd'hui, les gens ont compris que le Rwanda, c'est quoi? C'est une partie de ses revenus, ça vient de l'aide internationale, et l'autre grande partie vient du pillage des ressources du Congo. Donc c'est de ce point de vue-là, aujourd'hui, le monde commence à le comprendre. Et notamment, d'autres voisins commencent aussi à relayer ce discours que Tshisekedi a eu le courage de dire à la face du monde, que Paul Kagame, le régime actuel de Kigali, est celui qui est la cause du désordre et de la déstabilisation de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique des Grands Lacs en général. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a une alliance de fait qui se fait entre la RDC,
le Burundi et d'autres pays de la sous-région pour pouvoir justement dire stop, stop à l'action nuisible du régime de Kigali. Parce que nous voulons tous vivre dans la paix et vivre dans l'harmonie pour pouvoir se développer, faire du co-développement, je veux dire, améliorer la situation et le bien-être de nos populations. Donc effectivement, aujourd'hui, le président Kagame est de plus en plus isolé, non seulement sur la scène régionale africaine, mais aussi sur la scène internationale. Et il doit changer d'attitude. C'est pour ça que nous continuerons, le président Tshisekedi va continuer à mettre la pression sur le régime de Kigali et sur la communauté internationale pour que des sanctions soient prises, effectivement, pour que le Rwanda change d'attitude, qu'il cesse son soutien aux groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC, mais non seulement la RDC, et comme vous l'avez dit, mais aussi d'autres pays, frères et amis, comme le Burundi. Mhm. Alors, dit-on que qui veut la paix prépare la guerre. Le Rwanda a l'expérience militaire pendant que le Congo, l'armée n'était pas encore bien organisée. Le Rwanda a organisé son armée. Est-ce que la RDC est à pointe pour que aujourd'hui le Congo puisse s'élever pour dire au Rwanda, stop, enough, c'est enough, arrêtez, nous allons entrer chez vous. Vous savez, en matière militaire, il ne faut pas beaucoup parler, il faut agir. Et c'est ce qu'a fait le président Tshisekedi. Il a agi, il a renforcé l'armée, il a capacité l'armée congolaise. On a recruté près de 80 000 nouvelles recrues qui ont été en formation à Kibomango et ailleurs. Elles sont aujourd'hui prêtes. On les a équipées. On a acheté du matériel sur le marché international. Parce que vous savez que pendant longtemps, nous subissions ce qu'on appelle un L'embargo. semi-embargo qui nous Oui, oui. interdisait à nous de pouvoir acheter des armes sur le marché mondial. On l'a fait. On a mis des moyens. Et d'ailleurs, des moyens qui, normalement, auraient été des moyens mis pour le développement du Congo, pour construire des infrastructures. Mais on a fait ce sacrifice pour mettre plus de moyens que prévu dans la défense. Donc aujourd'hui, oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Tshisekedi, c'est le ministre de la Défense, le VPM Jean-Pierre Bemba, qui disent que notre armée est prête. Notre armée est prête à remplir sa fonction. Après le reste, les décisions d'entrer en guerre ou de ne pas entrer en guerre, ce n'est pas à moi de le dire, c'est au commandant suprême, c'est-à-dire au chef de l'État qui vient d'être réélu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais sachez-le, pour faire la guerre, ce n'est pas tellement l'expérience qui compte, comme vous dites, les autres là, ils ont l'expérience. Pour faire la guerre, c'est la volonté et la foi que l'on a. Et les Congolais, ils ont la foi de défendre la terre de leurs ancêtres. Rappelez-vous ce que le président a dit, comme je dis. Ezalakinde Eloko Yamabele. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui concerne la défense de notre terre. Et pour la défense de notre terre, nous sommes prêts au sacrifice suprême. Et comme nous avons, je veux dire, une juste cause, nous sommes certains que nous allons triompher, si nous devons aller jusqu'à la confrontation armée. Avant de finir, vous avez invoqué le nom de Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi. Alors, dites-nous un peu le problème de M. Moïse Katumbi. Il est allé déposer sa candidature pour la présidentielle. Sa nationalité n'avait pas de problème. On n'a pas parlé qu'il avait une double nationalité. On a validé sa candidature. Pourquoi c'est pendant les élections que la campagne ou certaines personnes tenaient vraiment à cette nationalité? Parce que vous savez, les Congolais se posent, hein, nous avons besoin d'une réponse. Cette réponse-là, ça va rester à jamais. Vous savez, on peut prendre le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Le problème de la nationalité, c'est un problème très délicat. Ça reste pour toujours. Lorsque on dit que vous n'êtes pas congolais ou vous l'êtes, ça vous colle toute votre vie. Ces problèmes de M. Katumbi, c'est un problème que les Congolais ont découvert pendant la campagne et pendant cette présidentielle. Comment le gouvernement congolais, comment le président Félix Tshisekedi va clore ces débats, qu'ils soient étrangers ou qu'ils ne soient pas congolais, les Congolais veulent savoir la vérité. Et cette vérité, comment vous voulez finir avec ça? Bon, votre question est très vaste, donc je vais essayer de répondre de façon succincte, mais en serrant bien le problème.
Il y a la question de la cohésion nationale, comme je vous ai dit. Mm. La cohésion nationale, c'est-à-dire de vivre tous les Congolais ensemble en acceptant nos diversités internes. Je veux dire, différentes tribus, différentes origines, différentes religions, différentes appartenances politiques, nous devons vivre ensemble. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient d'être réélu. Il est le président de tous les Congolais. Ceux Mm. qui ont voté pour lui, comme ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il a Donc, bien dit, oui. il est le Mm. garant de la cohésion nationale. Et ne vous en faites pas, il va travailler pour consolider cette cohésion nationale, cette unité nationale, qui n'est pas brisée, mais que certains voudraient avoir des velléités de dislocation. Non, on va travailler parce que on sait bien que c'est tous les Congolais qui ont besoin que le pays avance. Ça, c'est la question de la cohésion nationale. Mhm. Maintenant, le problème marginal de M. Katumbi, il est simple à comprendre. Vous savez, une compétition politique, une élection, c'est une compétition politique. Quand les enjeux sont grands, on fait la compétition face à des adversaires, mais qui n'étaient pas nos ennemis. M. Katumbi n'est pas l'ennemi de M. Tshisekedi. C'était un adversaire politique. Il y a eu la compétition. M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, est sorti vainqueur. Les résultats provisoires sont tombés. M. Katumbi est sorti second, avec un écart très large entre les deux. Donc il n'y a pas de discussion possible sur le choix des Congolais. Que M. Katumbi accepte sa défaite et qu'il ait l'élégance de reconnaître cette défaite et de présenter les félicitations à M. Tshisekedi, et tout ira bien. Maintenant, durant la campagne, comme je vous ai dit, c'était une compétition. Et c'est une compétition, comme on dit, où on ne fait pas de cadeaux à l'adversaire. On dit la vérité à la population. Voilà. Et nous, nous sommes des légalistes. C'est-à-dire que les choses étaient claires. Une fois que la Cour constitutionnelle avait validé la candidature de M. Katumbi, il n'y avait pas de problème. Il pouvait concourir. On n'a jamais remis en cause sa candidature. Il a concouru. Et il était là en compétition électorale avec les autres candidats, dont M. Tshisekedi. Mais ce qu'il s'est passé durant cette campagne, c'est que M. Katumbi lui-même n'a pas été sincère. Et cette sincérité-là, il devait dire la vérité au peuple congolais, parce qu'il y avait des ambiguïtés sur l'utilisation d'un passeport, sur le fait qu'il était là pour défendre les intérêts des puissances étrangères. C'est là-dessus qu'il devait se prononcer. Donc ne vous en faites pas, c'est quelque chose que, s'il y a eu problème, c'est dû aux ambiguïtés de langage de M. Katumbi. Le fait qu'il n'ait jamais osé prononcer le nom de M. Kagame, je veux dire, c'est quand même grave. Quand les choses sont claires que celui qui est à l'origine de l'agression du Congo, c'est le président Kagame, et qu'un candidat présidentiel n'ose pas prononcer ce mot, je veux dire, c'est bizarre. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème comment je veux dire, de division des Congolais. Pas du tout. Parce que Mhm. c'est une question de compétition politique, c'est une question d'ambiguïté du discours d'un certain candidat, et si ça a été nuisible pour lui, c'est son problème, il n'avait qu'à être clair et sincère envers les Congolais. Maintenant, on passe à une étape différente. Il y a un Mhm. vainqueur, c'est le président Tshisekedi, il est président de tous les Congolais, et maintenant, il va diriger le pays pour l'intérêt supérieur de la nation. Il ne va pas diriger le pays pour simplement ses électeurs et ses partisans. Il va diriger pour l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, pour le bien-être à la fois de ceux qui ont voté pour lui, mais aussi de ceux qui n'ont peut-être pas voté pour lui. Voilà Mhm. comment M. Tshisekedi va diriger ce pays, parce qu'il a vraiment en lui ce sentiment de responsabilité, cette notion de la responsabilité, car les Congolais lui ont fait confiance pour diriger le pays durant les 5 prochaines années, et c'est ce qu'il veut faire, consolider les acquis du premier mandat et renforcer et aller plus loin pour que notre pays redevienne un grand pays, qu'il devienne une puissance industrielle au cœur de l'Afrique, et qu'il soit même, que la RDC soit le vecteur du développement du continent, parce qu'on en a les moyens, on en a le potentiel, et on en a l'ambition aujourd'hui avec un président qui sait ce qu'il veut faire. Mhm. Merci. Avant de finir, nous avons remarqué l'absence totale, le silence de l'ancien président Joseph Kabila pendant ces élections. Il ne s'est pas prononcé
par rapport à ces élections. Qu'est-ce que vous pensez de ces silences? Ben, je ne peux pas y répondre parce que je ne suis pas le porte-parole de M. Kabila. Je suis le porte-parole du candidat Tshisekedi et le directeur de la communication du président Tshisekedi. Donc, de ce point de vue, non, je n'ai rien à dire sur le silence du président Kabila. Tout ce que je peux dire, c'est que par rapport à lui, c'est que je trouve que c'est bien que le Congo ait une transition politique apaisée. Nous avons vécu ça en 2019, Kabila à Tshisekedi, aujourd'hui de Tshisekedi à Tshisekedi, puisqu'il est réélu. 2018, Et puis la oui, prochaine fois, ça 2018, sera... oui. Oui, les élections étaient en 2018, mais la passation du Oui. pouvoir était en 2019, puisque le président D'ac- a prêté serment le 24 janvier 2019. Vous voyez? Ok. Voilà, Mhm. exactement. Donc, et cette Ok. fois-ci, Tshisekedi lui-même, il est réélu. Et dans 5 ans, Tshisekedi passera la main à quelqu'un d'autre, puisque la Constitution permet simplement 2 mandats successifs. Donc, il passera la main à quelqu'un d'autre et il n'y aura pas de problème. On va redevenir un pays normal, c'est-à-dire un pays où la transition politique se fait de façon apaisée. Et on vivra comme d'autres pays africains. Allez voir au Cap-Vert, allez voir au Kenya ici à côté, allez voir du côté du Nigeria, où vous voyez, il y a des anciens présidents qui sont là, qui vivent sans problème. Et ils vivent dans le pays de façon apaisée. Donc, M. Kabila vit aujourd'hui au Congo comme ancien président et il n'a pas de problème. Donc, tant mieux. Ça permet d'apaiser les mœurs et d'apaiser nos pratiques politiques. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est la guerre des idées, mais pas la guerre entre les Congolais. Comme je dis encore, ceux qui ne partagent pas nos vues politiques sont nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Les ennemis, ce sont les étrangers qui veulent prendre la terre du Congo. Ce sont les étrangers qui exploitent nos richesses. Ce sont eux nos ennemis contre qui nous devons nous défendre. Avec les autres, on peut discuter, on peut se disputer, mais en fin de compte, nous avons tous le même intérêt, c'est faire avancer ce pays. Mhm. Super. Alors, déjà, à partir du 10 janvier, le président Félix Tshisekedi pourra prêter serment pour prendre la règne en soi. Comment voyez-vous les 5 années à venir? Quel Messie Tshisekedi que vous voyez? Nous savons que le Messie Tshisekedi des 5 ans passés, nous ne pensons pas que ça sera le Monsieur Tshisekedi. On le voit plus déterminé, on le voit plus vouloir ramener la paix au pays et on sent au président Tshisekedi que c'est un homme qui a été dans la politique il y a très longtemps. Comment vous voyez cela d'ici 5 ans? Écoutez, d'abord, c'est une personne, le président Tshisekedi, qui est volontaire, qu'il sait ce qu'il veut. Et il l'a dit aux Congolais, voilà ce que je veux faire de ce pays. Il a des grandes ambitions pour ce pays. Il veut que le Congo, je veux dire, assume son rôle de puissance au cœur de l'Afrique. Nous sommes le deuxième pays, je pense, le plus grand en termes de superficie du continent. Nous sommes, en termes de population, le troisième ou le quatrième, mais avec notre rythme de croissance démographique, en 2050, comme je vous dis, nous serons 200 millions, nous serons sans doute le deuxième après le Nigeria. Et nous avons des richesses immenses que Dieu nous a données. Le premier pays producteur de cobalt, troisième pays pardon, producteur de cuivre. Nous produisons du diamant, du lithium, du manganèse, toutes ces matières premières qui sont critiques pour le développement du monde, qu'aujourd'hui l'Occident, les pays industrialisés recherchent. Et nous les avons, elles font partie de nos stratégies de croissance. Nous sommes aussi un pays qui est baigné par les eaux du fleuve Congo. Donc nous sommes un pays où il pleut sur la moitié du pays durant toute l'année. Donc, nous devons devenir une grande puissance agricole. Et voilà des axes sur lesquels le président Tshisekedi va travailler. Et comme vous le dites, effectivement, le second mandat ne sera pas la même chose que le premier mandat. Parce que non seulement il a tiré l'expérience du premier mandat, il sait maintenant comment agir pour être efficace. Il y a des choses qui n'ont pas marché dans le premier mandat. Il l'a dit lui-même. Il voulait aller plus loin et plus fort dans les réformes de la justice. Il va le faire.
Tout n'a pas pu être fait dans le premier mandat. La construction de certaines infrastructures ont été faites ou les chantiers ont été entamés. Ces chantiers vont être achevés dans le second mandat et d'autres chantiers vont pousser. Il y a beaucoup de choses. La réforme de la fonction publique, comment je veux dire, la réforme de l'armée, comme on en a parlé il n'y a pas longtemps, la formation des jeunes, la promotion du secteur privé. Et donc, dans tous ces chantiers cruciaux, Félix Tshisekedi va le faire avec les leçons tirées de l'expérience du premier mandat, avec la détermination qui est la sienne, et sans doute aussi avec sans doute de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Parce qu'effectivement, il y aura sans doute une partie de renouvellement du personnel politique. Vous savez qu'il y a des élections législatives, provinciales et même jusque communales et locales. Donc de ce point de vue-là, on attend aussi les résultats des élections législatives pour savoir de quoi sera formée la majorité qui va accompagner le président pour qu'il ait une majorité au Parlement pour faire voter ses lois et pouvoir mettre en œuvre son action et sa vision. Et puis vous savez, hein, quand vous regardez l'histoire politique des grandes nations, quand un président fait un second mandat et il sait que ce second mandat est forcément le dernier, puisque la Constitution ne permet pas un troisième mandat, il n'a plus rien à perdre. Donc, il veut marquer l'histoire. Il veut que son nom reste dans l'histoire. Et le nom de Tshisekedi, c'est un nom qui est déjà très illustre, un nom qui est déjà très fort. Parce que vous savez que son père, Étienne Tshisekedi, son mentor, a été le combattant de la liberté et de la démocratie de ce pays. Maintenant, Félix Tshisekedi, dans la lignée de cette grandeur politique de son père, il va marquer aussi l'histoire de son nom, de son prénom, en disant que c'est lui qui a bâti le Congo. Il a remis le Congo sur les rails du développement et il veut laisser sa marque dans l'histoire. Donc, effectivement, ce sera un président déterminé, volontaire, et un président qui ne sera plus là pour tergiverser, qui ne sera plus là pour accepter l'à peu près. Il faudra être efficace. Et vous verrez, ce sera un président qui voudra le résultat. Et il va mettre en œuvre les choses, il va rassembler autour de lui des hommes et des femmes qui seront là pour l'efficacité du travail, parce qu'il sait qu'il n'a plus que 5 ans pour marquer son nom dans l'histoire de la RDC et dans l'histoire de l'Afrique. D'accord. Alors, pour finir notre entretien, c'est pour une première fois qu'on constate qu'en République démocratique du Congo, le jour de la publication de résultats, la ville n'est pas sous haute tension. C'est vraiment du jamais vu dans la démocratie en RDC. Est-ce que c'est une nouvelle heure qui vient d'être neutre, de commencer? Et aussi, est-ce que le président Tshisekedi, ma dernière question, le président Tshisekedi va se porter garant de faire son deuxième mandat et partir sans changer la constitution pour un troisième mandat, comme on voit dans plusieurs pays d'Afrique. Aujourd'hui, le Congo, la démocratie est en train de se positionner, de prendre de base. Est-ce que le président va garantir, vous êtes le porte-parole, le président peut garantir la population congolaise aujourd'hui qu'il va faire son deuxième mandat et léguer cette démocratie que le Congo est en train d'obtenir en ces jours? Vous savez, il faut connaître le président Tshisekedi. C'est un homme qui a des valeurs, notamment, comme on l'a dit, des valeurs qui lui ont été léguées par son père, qui était le grand combattant de la liberté et pour la démocratie au Congo, au Zaïre à l'époque, et puis au Congo. Donc, c'est quelqu'un qui ne va jamais troquer ses valeurs, troquer le nom de sa famille pour quelques privilèges à la tête de l'État. Et la Constitution dit que ce 2 mandats successifs maximum. Donc, ne vous posez pas des questions inutiles, ne faites pas de la spéculation inutile. Sachez que le président Tshisekedi va exercer son second mandat et ce sera quelqu'un qui est légaliste, qui respectera la loi. Donc, de ce point de vue, il va exercer ce second mandat pour que
il puisse faire le travail pour lequel il a été élu, qu'il puisse concrétiser ses engagements. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire, je ne vois pas pourquoi on va commencer à spéculer, le soupçonner de ceci ou de cela. C'est quelqu'un qui a un nom, il a une histoire derrière lui et il a des valeurs. Faites-lui confiance, ce sera un président qui va faire avancer ce pays. Monsieur Eric Nindo, merci beaucoup pour cette interview. Nous sommes très ravis de vous avoir pour ces échanges et nous espérons vous avoir prochainement. Merci. À très bientôt. Merci Eric Biantwadi pour cet entretien et merci à vos téléspectateurs et à ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Amis téléspectateurs, vous venez de suivre Monsieur Eric Nindou qui vous a décortiqué, il a donné un peu la vision d'une nouvelle heure de la RDC et nous espérons que vous serez nombreux à suivre nos émissions prochainement. Nous aurons aussi l'opportunité de faire passer quelques ministres. Nous attendons les nouveaux gouvernements qui sera très bientôt mis en place. Restez branchés et surtout, à très bientôt. Au revoir.